Donc, l'acuité visuelle diffère selon les conditions photopiques ou scotopiques. En conditions photopiques, elle est 10 sur 10 dans la rétine centrale. Plus on s'éloigne de la rétine centrale, cette acuité visuelle diminue. Pourquoi? Parce que le nombre de cônes diminue et c'est les cônes qui sont responsables de la vision diurne. Alors qu'en conditions scotopiques, elle est presque stable, stationnaire, elle est de même niveau, bien sûr avec un scotum central. Un scotum, c'est-à-dire euh, au niveau de la fovea, il y a pas de bâtonnet, donc la rétine centrale, bien la fovea, n'est pas active durant la nuit ou bien les conditions d'obscurité. C'est pourquoi on dit que la vision en conditions scotopiques, elle est avec scotum central. L'acuité visuelle, elle est bien sûr petite, euh, mais avec un scotum central au niveau de la fovea parce que cette partie ne contient pas de bâtonnet. Bien sûr, la partie l'émergence du appelé donc la tache aveugle. Si l'image tombe sur cette partie, on ne peut jamais voir. C'est pourquoi on l'appelle tache aveugle. La vision des couleurs. Donc, on va détailler cette dualité fonctionnelle pour pour l'acuité visuelle et la vision des couleurs. Pour la vision des couleurs, la rétine centrale voit les couleurs, bien sûr, en conditions photopiques seulement. Elle a une bonne vision des couleurs. Pourquoi? Parce que cette partie contient uniquement des cônes et c'est les cônes qui sont responsables de la vision des couleurs. Pour la rétine périphérique, en conditions scotopiques, c'est-à-dire en obscurité, la vision elle est achromatique. On ne peut jamais voir des couleurs par la rétine périphérique en conditions scotopiques. C'est clair, c'est logique. Pourquoi? Parce que en conditions scotopiques, c'est les bâtonnets qui sont donc responsables de la vision en cas d'obscurité. Et les bâtonnets ne peuvent pas, bien sûr, voir les couleurs, entre parenthèses, ne peuvent pas interpréter les couleurs parce qu'ils n'absorbent pas, bien sûr, les couleurs. Donc, la vision, elle est dite achromatique. Donc, on ne peut pas voir les couleurs par la rétine périphérique en conditions scotopiques. Par contre, dans les conditions photopiques, on peut voir les couleurs, mais la vision, elle est de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que certes, la rétine périphérique contient des cônes qui absorbent bien sûr le signal lumineux des couleurs, bien sûr, mais vu que le nombre des cônes est réduit en rétine périphérique, la vision des couleurs, elle est de mauvaise qualité. J'espère que c'est clair. Je vois que votre nombre de réduit diminue petit à petit. Donc, à la troisième session, on a comme 5 ou la 6. Je trouve que le cours de la vision, c'est parmi les cours les plus difficiles. On le déteste parce que c'est un cours très difficile à expliquer. Et je remarque que vous n'assistez pas. C'est pas... En tout cas, vous êtes libre. Pourquoi on a cette dualité fonctionnelle? C'est-à-dire dans les conditions photopiques et scotopiques, parce qu'il existe une dualité anatomique, c'est-à-dire on a deux structures responsables de cette dualité fonctionnelle. On a la rétine centrale et la rétine périphérique. La rétine centrale, elle est responsable de la vision en conditions éclairées ou bien la vision photopique. Elle a une faible sensibilité à la lumière. Pourquoi? Parce que
elle nécessite donc un grand signal lumineux pour que les cônes soient activés et elle est aveugle en conditions scotopiques. Et la vision, elle est avec un scotome central. Pourquoi? Parce que dans les conditions scotopiques, c'est les bâtonnets qui sont actifs et la rétine centrale ne contient pas de bâtonnets. C'est pourquoi on dit qu'elle a une faible sensibilité à la lumière. Donc, la lumière doit être de forte intensité pour qu'on puisse voir avec notre rétine centrale ou bien la fovea. Elle est responsable de la vision des couleurs parce qu'elle contient donc uniquement des cônes. L'acuité visuelle en conditions photopiques, elle est élevée. On a vu qu'elle est de 10 sur 10 en conditions bien sûr photopiques. Elle contient uniquement les récepteurs à cônes. La rétine périphérique, elle est responsable de la vision en conditions d'obscurité ou bien scotopique. Elle est sensible à la lumière. Donc, avec notre rétine périphérique, on peut voir même dans des conditions de faible éclairage. C'est pourquoi on dit qu'elle est sensible. Pourquoi? Parce qu'elle contient un grand nombre de bâtonnets et les bâtonnets sont responsables de la vision en conditions scotopiques. Donc, il ne faut pas une grande lumière ou bien une grande intensité de lumière pour pouvoir voir avec la rétine périphérique. Elle est responsable de la vision achromatique, c'est-à-dire sans couleur, si les conditions sont scotopiques et si les conditions sont photopiques, la vision des couleurs, elle est médiocre. L'acuité visuelle, elle est faible. On a vu qu'elle est stable de l'ordre de 1 sur 10 ou bien 1 dixième pour les conditions scotopiques. Et en conditions, bien sûr, photopiques, elle est réduite par rapport à la rétine centrale. Elle contient surtout les récepteurs à bâtonnets dont le nombre est 120 millions. C'est 20 fois plus, bien supérieur au nombre des cônes. Bien sûr, elle contient les deux, bâtonnets et cônes, mais le nombre des bâtonnets est plus grand. Ici, c'est un tableau comparatif entre la rétine centrale et la rétine périphérique. Donc, vous voyez les critères de comparaison, les conditions d'éclairement, le pic de sensibilité spectrale, l'acuité visuelle, la vision des couleurs, les types de photorécepteurs, les pigments. Donc, c'est juste un tableau récapitulatif. Voilà le pic de sensibilité spectrale, là, quand vous remarquez, il est proche du jaune-orange. C'est les couleurs qui sont, bien sûr, soi-disant, qui dirigent vers le rouge, parce qu'on a vu que dans les conditions de luminosité, on voit mieux les couleurs qui sont proches du rouge, alors que dans les conditions d'obscurité où la rétine périphérique est mieux active dans les conditions scotopiques, on voit mieux les couleurs qui sont de la famille du bleu. C'est ça le pic de sensibilité spectrale. Bien sûr, l'acuité visuelle pour la rétine centrale, elle est maximale en conditions photopiques, nulle en conditions scotopiques, c'est ça la vision avec scotome central. Elle est faible, inférieure à 1 dixième pour la rétine périphérique parce qu'elle contient moins de cônes. Et voilà, pour les photopigments, on a vu déjà ça, 3 types selon le pic d'absorption, le bleu, le vert et le rouge. Et là, c'est pour les bâtonnets, c'est la rhodopsine. Donc, c'est juste un tableau récapitulatif. Donc, voilà, pour la rétine périphérique qui contient plus de bâtonnets, plus de bâtonnets que des cônes, elle a une convergence et du coup, c'est une résolution spatiale faible. Pourquoi? Parce que les bâtonnets, un grand nombre de bâtonnets convergent vers une seule
cellules bipolaires. C'est pourquoi donc la résolution spatiale, elle est faible. Elle a une grande sensibilité à la lumière, donc il ne faut pas un grand éclairage pour que la rétine périphérique, ou bien pour qu'on puisse voir avec la rétine périphérique. La preuve, on peut voir même dans des conditions scotopiques. Contrairement à la rétine centrale qui contient uniquement des cônes, elle est bien sûr responsable de la vision des couleurs. Il n'y a pas de convergence. Vous remarquez que chaque cône converge vers une cellule bipolaire, et la cellule bipolaire converge vers une seule cellule ganglionnaire. C'est pourquoi la résolution spatiale est élevée. Elle a une faible sensibilité à la lumière. Donc, il faut vraiment des conditions photopiques ou bien un grand éclairage pour qu'on puisse voir avec notre rétine centrale. C'est clair? D'accord. Il y a toujours les mêmes éléments qui sont présents. Shifa, Jumana, Khalida, c'est les mêmes éléments. J'aurais aimé voir un garçon entre vous. D'accord. La résolution spatiale, c'est le pouvoir de discerner donc, les détails fins. Donc, bien sûr, en conditions scotopiques, vous ne pouvez pas distinguer les détails fins, alors qu'en conditions scotopiques et grâce à la rétine centrale, vous pouvez. On continue. Maintenant, on passe au phénomène de transduction. On va étudier, bien sûr, la transduction dans les récepteurs à bâtonnets. Et c'est les mêmes phénomènes qui se passent aussi au niveau des cônes. La seule différence, c'est le photopigment. Pour les bâtonnets, c'est la rhodopsine. Et pour les cônes, c'est bien sûr le photopigment vert et rouge et bleu. Dans la transduction, on va voir donc, le potentiel récepteur, la transduction elle-même et le rôle du calcium. Contrairement aux autres récepteurs, les photorécepteurs sont hyperpolarisés lors de leur éclairement. Donc, en condition scotopique, le bâtonnet sécrète bien sûr en permanence le neurotransmetteur à la synapse avec la cellule bipolaire. Les photorécepteurs sont inhibiteurs, donc ils exercent une inhibition permanente, c'est une inhibition permanente sur les cellules bipolaires. Donc, à l'état normal et contrairement aux autres récepteurs, ils sont dépolarisés. Une fois ils sont stimulés, il leur arrive une hyperpolarisation. Donc, cette hyperpolarisation, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Donc, la sécrétion du neurotransmetteur suite à la stimulation va diminuer. L'inhibition sur la cellule bipolaire va être levée. Quand l'inhibition sur la cellule bipolaire va être levée, la cellule ganglionnaire va être activée ou bien stimulée, d'où la formation d'un potentiel d'action qui va être
acheminer à travers le nerf optique ou bien les fibres du nerf optique vers le système nerveux central. Vous savez bien sûr maintenant que le système nerveux central ne comprend pas c'est quoi ce stimulus périphérique. Il doit être converti en un flux nerveux ou bien en un signal électrique pour que le système nerveux central puisse comprendre c'est quoi. Donc, pour récapituler, les cônes et les bâtonnets sont hyperpolarisés suite à leur stimulation, contrairement aux autres récepteurs. Les autres récepteurs sont dépolarisés lors de leur stimulation. Euh, donc, la sécrétion de neurotransmetteurs va diminuer suite à leur stimulation. Parce que les photorécepteurs, en état d'obscurité, ils ont une sécrétion continue du neurotransmetteur et elle est inhibitrice sur les cellules bipolaires. Si les cellules bipolaires sont inhibées, les cellules ganglionnaires aussi sont inhibées. Donc, elles ne peuvent pas produire un potentiel d'action qui va être conduit au système nerveux central. Inversement, quand le photorécepteur est stimulé, les bâtonnets, puisque là, on est en train d'étudier les bâtonnets sont hyperpolarisés. Le neurotransmetteur au niveau de la synapse avec la cellule inhibitrice va être diminué en quantité. Donc, l'inhibition de la cellule bipolaire est levée, la cellule ganglionnaire est activée, potentiel d'action formé et acheminé via les fibres du nerf optique vers le système nerveux central. J'espère que c'est clair. Donc voilà, quand on a un stimulus lumineux et vous voyez là, on a différents stimulus lumineux qui diffèrent par leur intensité. Ça va engendrer donc un potentiel récepteur au niveau du photorécepteur, bien sûr, et ça consiste en une hyperpolarisation et pas en une dépolarisation comme les autres récepteurs sensoriels. Comme on a vu déjà dans l'audition ou bien pour les récepteurs périphériques de la peau, euh, leur stimulation consiste en une dépolarisation, mais les photorécepteurs, leur stimulation entraîne une hyperpolarisation. Maintenant, on va voir la notion du courant d'obscurité. On a dit que en absence de stimulation, les photorécepteurs sont dépolarisés en permanence, alors que quand on les stimule, ils sont hyperpolarisés. Donc, en absence de lumière, le photorécepteur est dépolarisé, bien sûr par ouverture des canaux cationiques, d'où la libération du glutamate dans les synapses avec les cellules sous-jacentes, c'est-à-dire bipolaires essentiellement et horizontales. Donc, le bilan net des mouvements des cations est en faveur d'une dépolarisation des photorécepteurs en absence de lumière. C'est ce qu'on appelle le courant d'obscurité. Donc, en absence de lumière, on a ce courant d'obscurité, c'est-à-dire on a en permanence une entrée du sodium au niveau du segment externe du photorécepteur et puis une sortie du potassium, bien sûr, et il y a la pompe NAK-ATPase qui va réguler les concentrations de Na et K+, dans le milieu intra-extra-cellulaire. Donc, on a en permanence une sécrétion du glutamate au niveau de la synapse avec la cellule bipolaire et horizontale. Là, c'est en condition d'obscurité, c'est-à-dire en absence de lumière ou bien en absence de stimulation. Le photorécepteur est toujours dépolarisé. Il y a toujours cette entrée du sodium, sortie du potassium et la pompe NAK-ATPase et une sécrétion permanente de glutamate.
Bien sûr, vous allez me dire qu'on a vu toujours que le glutamate est un neurotransmetteur normalement excitateur et pas inhibiteur. Là, c'est en fonction, là, c'est un cas particulier pour le photorécepteur et c'est en fonction des récepteurs sur lesquels le glutamate se lie. Donc, ça diffère par le récepteur de la cellule bipolaire du glutamate. C'est pourquoi le glutamate là exerce donc une inhibition permanente sur la cellule bipolaire. C'est par rapport au récepteur. Maintenant, on va voir le mécanisme de transduction proprement dite. Et on a toujours dit que la transduction, c'est la transformation du stimulus en influx nerveux ou bien en phénomène électrique. C'est le langage que le système nerveux central peut comprendre. Il ne comprend ni lumière, ni vibration acoustique, ni pression, ni piqûre d'insectes, ni rien du tout, mais le stimulus doit être transformé en un phénomène électrique afin d'être interprété en une perception consciente par le système nerveux central. Donc, la transduction se passe au niveau de la rétine. Le mécanisme de transduction, bien sûr, on va toujours voir le cas des bâtonnets. Les cônes, c'est la même chose. La seule différence, je vous ai dit que c'est le photopigment. La transduction donc visuelle débute par la décoloration de la rhodopsine dans le récepteur à bâtonnet et les autres photopigments dans les cônes. Donc, cette molécule est présente dans la membrane des disques contenue dans le segment externe, alors que le potentiel récepteur va varier dans la membrane cytoplasmique. Donc, d'où la nécessité d'un second messager. Comment le segment interne puisse savoir, ou bien la membrane cytoplasmique puisse savoir qu'il y a un stimulus lumineux. Il y a un second messager qui va bien sûr porter l'information au segment interne et lui dire que voilà, la rhodopsine est décolorée suite à un stimulus incident. C'est quoi ce second messager? Bien sûr, c'est une protéine G. Et on va voir comment. La rhodopsine, bien sûr, c'est un complexe protéique qui contient 7 hélices protéiques alpha et le rétinal. Le rétinal, c'est quoi? C'est un dérivé de la vitamine A. Donc, c'est ça la constitution grossièrement de la rhodopsine qui est contenue dans la membrane du disque des bâtonnets. La première étape, en présence de la lumière, il y a la transformation du 11,6 rétinal en tout transrétinal en présence de lumière. Donc, la transduction visuelle débute d'abord par l'isomérisation du rétinal avec décoloration de la rhodopsine. Donc, lumière, décoloration de la rhodopsine et à l'échelle moléculaire, c'est la transformation du 11,6 rétinal en tout transrétinal. Donc là, c'est juste un schéma. Voilà, donc l'absorption de la lumière par la rhodopsine déclenche une succession rapide d'étapes au cours desquelles le rétinal passe de la forme en 6 à la forme tout transrétinale et libère l'opsine. Voilà, donc là, c'est plus clair. Le second messager, c'est la GMP cyclique. L'activation de la rhodopsine, bien sûr, et la transformation du 1,6 rétinal en tout transrétinal va entraîner l'activation donc d'une protéine G. Et cette protéine G, bien sûr, entraîne l'activation de la phosphodiesterase. Cette phosphodiesterase, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner donc une diminution de la concentration de la GMP cyclique en fonction de l'intensité lumineuse. Cette diminution de la concentration de la GMP cyclique va entraîner donc la fermeture des canaux cationiques du sodium et calcium et par conséquent, le bâtonnet est hyperpolarisé. Donc voilà,
pour récapituler, lumière incidente sur les disques du segment externe. La rhodopsine va être décolorée. La décoloration de la rhodopsine va activer une protéine G. Cette protéine G va entraîner donc l'activation du phosphodiesterase. La phosphodiesterase va entraîner la transformation de la G1P cyclique en 5'G1P. Donc, cette transformation induit donc une diminution de la concentration de cette G1P cyclique, d'où la fermeture des canaux cationiques qui sont normalement ouverts en présence de la G1P cyclique. Donc, ce qui va entraîner leur fermeture. Donc, le sodium ne peut plus entrer dans la cellule et par conséquent, le bâtonnet est hyperpolarisé. Donc là, la phosphodiesterase agit en diminuant localement la G1P cyclique, d'où fermeture graduée des canaux cationiques du segment externe du récepteur à bâtonnet. Donc, j'espère que vous avez compris. La G1P cyclique, quand le bâtonnet est dépolarisé, c'est-à-dire en présence d'un courant d'obscurité, en absence de toute stimulation lumineuse, la concentration de la G1P cyclique est élevée, donc les canaux cationiques sont ouverts en permanence et le bâtonnet est dépolarisé. Toute cette cascade de pigmentation et de transduction va entraîner donc la diminution de la G1P cyclique, d'où la fermeture des canaux cationiques et d'où l'hyperpolarisation des bâtonnets. J'espère que vous avez compris. Est-ce que vous arrivez à piger? Vous arrivez à suivre? Non? D'accord, c'est bien. Il nous reste 10 minutes. En tout cas, à votre niveau, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout le détail. Vous pouvez chercher ailleurs et trouver des détails ou bien le phénomène plus détaillé que ça. Mais l'essentiel pour vous, c'est comprendre l'essentiel de cette cascade et savoir et garder en tête que, contrairement à tous les récepteurs, les photorécepteurs s'hyperpolarisent quand on les stimule. Donc, le détail et la forme chimique et tout, vous n'êtes pas obligé à apprendre tout ça. Donc, on continue. Je pense qu'on aura besoin d'ouvrir une troisième session pour pouvoir continuer le cours. Bon. Propriété, maintenant on va voir, on passe aux neurones rétiniens. Donc on a terminé avec les photorécepteurs. Je ne vous ai pas donné trop de détails sur les cellules bipolaires et les cellules horizontales et amacrines. Bien sûr, vous pouvez trouver ce détail, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les photorécepteurs, les cellules ganglionnaires et à moindre degré les cellules bipolaires. Donc, la seule cellule qui produit des potentiels d'action, c'est la cellule ganglionnaire, c'est-à-dire les neurones de la rétine. Alors que les photorécepteurs, ils produisent bien sûr on a dit qu'ils sont hyperpolarisés, donc ils produisent des PPSI ou bien potentiels postsynaptiques inhibiteurs. La cellule bipolaire produit, donc une fois activée ou bien stimulée, elle produit un PPSE ou bien un potentiel postsynaptique excitateur. La cellule ganglionnaire, qui est le neurone de la rétine, produit donc un PPSE ou bien potentiel postsynaptique excitateur qui, une fois atteint le seuil, va produire ou bien engendrer la formation d'un potentiel d'action qui est le langage compris par le système nerveux central. Donc maintenant, on va voir, on a terminé avec le photorécepteur, on va voir les neurones rétiniens ou bien les cellules ganglionnaires. Lorsqu'un cône ou bâtonnet est stimulé, l'information passera par 2 ou 3 relais. D'abord, la cellule bipolaire
puis la cellule ganglionnaire, et parfois elle passe par les cellules horizontales. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'information, parfois, elle passe directement du photorécepteur vers la cellule bipolaire et puis vers la cellule ganglionnaire. Et parfois, elle passe par le photorécepteur, la cellule bipolaire, la cellule horizontale avant d'atteindre la cellule ganglionnaire. En quoi c'est ça? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant dans une caractéristique de la cellule ganglionnaire ou bien neurone de la rétine qui est appelé le champ récepteur. Vous avez vu le champ récepteur pour, je pense, pour les récepteurs sensoriels. Aussi pour les cellules ganglionnaires possèdent un champ récepteur. C'est quoi ce champ récepteur? Donc, le champ récepteur de la cellule ganglionnaire, il est de type arrondi et concentrique. Il possède une zone centrale et une zone périphérique. La zone centrale, c'est quoi? La zone centrale, elle est constituée par, ou bien on va dire que lorsque l'information tombe sur la zone centrale du champ récepteur, l'information va être directement reliée à la cellule ganglionnaire à travers la cellule bipolaire. Alors que lorsque le stimulus tombe sur la partie périphérique du champ récepteur, l'information doit passer par la cellule horizontale pour atteindre la cellule ganglionnaire. Donc, pour récapituler, le champ récepteur, c'est quoi? C'est la région de la rétine où, en réponse à une stimulation lumineuse, le potentiel membranaire de la cellule se modifie. Le champ récepteur de la cellule ganglionnaire comprend, on a dit, deux parties. Une partie qui reçoit directement l'information des photorécepteurs représentant le champ récepteur central et un pourtour qui représente le champ récepteur périphérique qui reçoit l'information en passant bien sûr par les cellules horizontales. Le champ récepteur des cellules ganglionnaires, il est arrondi, concentrique et antagoniste pour les couples de couleurs opposées, bien sûr, pour les cellules ganglionnaires qui sont liées au cône, et antagoniste lumière-obscurité pour les cellules ganglionnaires qui sont liées au bâtonnet. C'est quoi antagoniste? C'est-à-dire quand l'information ou bien quand le stimulus lumineux, bien sûr, tombe sur la partie centrale du champ récepteur, il va inhiber les photorécepteurs de la périphérie. Pourquoi? C'est pour une meilleure perception du stimulus lumineux. Donc, le stimulus qui tombe ou bien l'information qui tombe sur la partie centrale du champ récepteur, elle est considérée comme un signal, alors que l'information qui tombe sur la partie, ou bien captée par la partie périphérique du champ récepteur, elle est considérée comme un bruit. Donc, ils sont antagonistes, comme ça, le signal va inhiber le bruit et comme ça, l'information va être mieux aperçue. Donc, la perception va être euh, comment je vais dire. Donc, la perception, elle va être meilleure, on va dire meilleure. Donc, le centre va inhiber la périphérie. Maintenant, on a terminé avec le champ récepteur. On va voir la réponse des neurones rétiniens. On a dit que uniquement les cellules ganglionnaires produisent des potentiels d'action propagés. Si le potentiel postsynaptique excitateur atteint le seuil, un potentiel d'action est produit et il va être propagé au système nerveux central. Donc, pour le champ récepteur, on a dit ils sont arrondis, concentriques et antagonistes. Pourquoi ils sont antagonistes? C'est pour améliorer le rapport signal-bruit de fond et donc la perception du contraste visuel. On a dit que l'information, ou bien quand le flux touche la zone centrale,
il est considéré comme un signal, alors que le reste, c'est un bruit. Au fur et à mesure, dans le système nerveux central, euh, le bruit est inhibé, bien sûr. Le signal est, le bruit est inhibé, donc la partie centrale inhibe la partie périphérique. Donc, plus on monte dans le système nerveux central, plus l'information est plus précise. Donc là, vous remarquez que le bruit, il est complètement inhibé par la zone centrale. Comme ça, la perception de l'influx lumineux, elle est plus précise. Euh, et comme ça, on appelle donc la cellule ganglionnaire type on center of surround, c'est-à-dire le centre est considéré comme on et la périphérie off. C'est-à-dire que le centre inhibe la périphérie. Et plus on monte dans le système nerveux central, la périphérie ou bien le bruit est inhibé et la perception, elle est plus consciente. Bon, la session va terminer. On va ouvrir une nouvelle. Soyez présents. Donc, patientez dès que j'ouvre une troisième session.